Ce que cette crise du coronavirus a mis en évidence, c'est que nous n'avons pas été tous et toutes confinés dans les mêmes conditions de logement. Et donc, le non-accès à un logement décent pour tous les citoyens est apparu de manière criante, alors qu'au final, à chaque fin de mois, nous devons tous nous acquitter des loyers. La perte de revenus qui a été subie par environ 60% des ménages belges aura un impact direct sur le paiement des loyers et aussi sur l'endettement des ménages. Pour essayer de contrer cette situation dramatique qui arrive, nous vous proposons une première proposition qui souhaite faire du logement un véritable droit. Pour porter la proposition numéro 1, nous accueillons Sarah Delade d'Action Logement Bruxelles. On vous écoute. Bonjour, merci beaucoup. Donc, je fais partie d'un collectif qui s'est créé pendant le confinement, qui regroupe des locataires en galère, des militants et des travailleurs du secteur logement. Nous, on part d'un constat assez simple et documenté, c'est que le mal-logement, le sans-abrisme, la concurrence de tous contre tous sur le marché locatif, la peur de perdre son toit et l'exploitation des locataires qui doivent dépenser jusqu'à 40 à 60% de leurs revenus pour se loger, tout ça, c'est le produit d'un marché privé et dérégulé, du sol et des logements, dans un pays qui a fait de la propriété privée un droit relativement absolu. Cette situation, ce n'est pas un fait naturel, c'est une création sociale. On peut en imaginer d'autres, et on pense vraiment que toute proposition qui s'inscrit dans le renversement du rapport entre droit de propriété et droit au logement, c'est ce qu'il faut faire pour que finalement on puisse concrétiser le droit au logement. Notre proposition, elle tient en 4 points. Mais avant toute chose, il y a une petite proposition qui est très importante et que je voudrais porter parce qu'on peut la mettre en place dès demain. C'est l'interdiction complète des expulsions. Les expulsions, elles produisent du sans-abrisme, elles produisent des traumatismes. L'existence de la possibilité d'être expulsé, ça crée des angoisses immenses et ça amène aussi des ménages à accepter des conditions de logement indignes, voire dangereuses. Donc dès maintenant et pour toujours, aussi bien pour les locataires que pour les propriétaires accédants, c'est-à-dire ceux qui remboursent le loyer à une banque, le logement qu'ils essayent d'occuper, eh bien, on interdit les expulsions. Par ailleurs, le premier point de ma proposition, c'est l'annulation des loyers non perçus pendant les mois de crise économique. Parce qu'en fait, sortir d'une crise économique avec des ménages qui seraient encore plus endettés, même si c'est à taux zéro, ce ne serait pas du tout une victoire. Pour les grands propriétaires, en fait, la perte de ces revenus, elle ne menace pas leurs conditions d'existence. Dans le pire des cas, elle menace une partie de leur capital immobilier. Par contre, pour les propriétaires bailleurs pauvres, éventuellement, on propose un renversement de la charge de la preuve, qui est ma deuxième proposition. C'est-à-dire passer d'un système où c'est le locataire qui demande de l'aide en montrant qu'il est très pauvre et en devant un peu mendier, à une situation dans laquelle c'est au propriétaire à expliquer qu'il a besoin d'une aide parce que son locataire ne peut pas payer la totalité du loyer qu'il demande. Pour les petits propriétaires qui occupent une place importante dans les médias, même s'ils ne sont pas nécessairement aussi majoritaires que ce qu'on peut le croire, ça peut vraiment changer la vie. Et puis, pour les gros propriétaires, ça évite un transfert d'argent public vers le privé. Les impôts n'ont pas à servir à maintenir le rendement du capital et de la propriété des riches. Le contrôle et la baisse des loyers, ça c'est notre troisième proposition. Donc, c'est-à-dire que pour permettre la perception d'un impôt sur les revenus locatifs, ce qui n'est pas le cas actuellement, je le rappelle, et pour pouvoir différencier les petits propriétaires des gros propriétaires, pour éviter que l'argent public soit distribué d'une façon à être absorbé par le marché immobilier à la fin, il faut contrôler les loyers. Pour baisser la pauvreté, il faut baisser les loyers. Ça demande la mise en place de structures administratives qui permettent de vraiment connaître le marché locatif. Mais on pense que si on reste sur un marché privé, on ne peut pas se passer de ce contrôle et de cette baisse des loyers. Quatrième point, c'est socialiser au fur et à mesure le parc de logement et accepter une dévaluation des valeurs foncières. En fait, avec la crise économique, il y a de nombreux ménages qui risquent de mettre leur logement en vente parce qu'ils ne vont pas réussir à rembourser leur traite auprès de la banque. Et donc, on risque de voir affluer un nombre important de logements sur le marché immobilier. Et du coup, on risque de voir les prix, les valeurs foncières diminuer. Ça, c'est l'occasion pour qu'on socialise le parc, qu'on le rachète massivement. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut éviter que ce soit des entreprises privées qui rachètent ce parc, comme ça a été le cas dans les villes du sud de l'Europe. In fine, ces rachats et cette collectivisation peuvent prendre des formes hyper variées, mais il s'agit d'agrandir le parc public et collectif pour se sécuriser tous sur le logement sans devoir passer par la propriété privée individuelle.
Ça permettra aussi d'avoir un meilleur contrôle sur la spéculation immobilière, de rendre le foncier moins attractif pour les investisseurs et donc de faire du droit au logement une réalité effective. Pour répondre à Sarah Delatte, nous accueillons d'une part Thomas Dawans, qui est doctorant à la VUB et qui est ancien chargé de mission au Community Land Trust, et Benayat, qui est travailleur social à l'Union des locataires anderlechtois Kuregem. Bonjour à tous les deux. Je vais poser la première question à Thomas. Thomas, Sarah nous a présenté une proposition pour faire concrétiser le droit au logement, et cette proposition propose de se baser sur l'inversion du rapport entre le droit de la propriété et le droit au logement. Est-ce que vous pourriez rebondir sur les différentes pistes que Sarah nous a amenées ? Effectivement, donc sa proposition était multiple. Elle parlait d'interdire des expulsions ou d'annuler les loyers non perçus. Évidemment, ce genre de mesure semble nécessaire. On peut se poser la question du rapport de force, évidemment, qui existe entre les locataires. Le droit au logement est une matière très individuelle et on sent que c'est difficile de construire un rapport de force. Donc, il faudra réfléchir aux moyens à mettre en œuvre. Le syndicat des propriétaires a déjà fait opposition au moratoire sur l'expulsion des logements sociaux, des logements aujourd'hui dans le cadre du Covid. Donc il faut voir comment introduire un rapport de force. Il y a peut-être une piste à travers les commissions paritaires locatives. D'un autre côté, on a des exemples étrangers comme à Berlin où un gel de 5 ans a été prévu. Il faudrait donc voir comment on peut l'étudier. La loi Watley en Belgique prévoit normalement qu'un propriétaire ne peut pas indexer à l'aveugle comme ça son bien quand il passe d'un locataire à un autre, mais elle n'est pas respectée. Donc il faut voir comment clairement pouvoir jouer là-dessus. Même chose pour les petits propriétaires qui sont mis en danger face à la crise. Quand on voit, on pourrait s'inspirer du mouvement PAH à Barcelone, où vraiment, face à des expulsions nombreuses, les propriétaires se sont ligués pour pouvoir réaliser un rapport de force plus important auprès des banques et des organes de crédit. Sur l'idée de la charge de la preuve, bon, ce qui est certain, c'est que l'allocation logement, un chèque qui serait donné au locataire qui ne s'est pas payé, les études montrent que si ce n'est pas articulé à un encadrement des loyers, ça constitue finalement un effet d'aubaine pour les propriétaires et ça ne règle pas le problème. Donc l'idée est intéressante. Le tout est donc de voir comment on peut inscrire un encadrement qui correspondrait un peu à cette idée de l'inversement de la charge de la preuve. Pour ça, le Luxembourg a en fait un programme d'encadrement des loyers qui est intéressant, qui part de l'idée de demander au propriétaire savoir quel était le montant investi dans l'achat de son bien et dans les travaux, et en fonction de ça, de dire, de ce prix-là, tu ne peux pas, sur un amortissement de quelques années, tu ne peux pas exiger plus que 5% de bénéfices, par exemple. Et donc, à un moment donné, on peut juguler la hausse des prix en fonction de ce que le propriétaire a effectivement dû investir dans son bien, histoire que lui puisse continuer à payer ses crédits. Par ailleurs, évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir si ça peut freiner l'investissement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut encadrer les loyers, le marché, on peut élargir les marchés existants, c'est-à-dire ça renvoie à la question de mobiliser tous les logements neufs. On sait que, tous les bâtiments vides. On sait aussi que la région est limitée, donc elle n'a pas énormément de réserves foncières. Du coup, ça pose toute la question de la densification qu'on peut suggérer, mais qui pose des tas de problèmes sociaux dans les quartiers aussi que de densité très fort. Et donc la question, c'est de savoir comment on peut finalement resocialiser le parc existant. Et là-dessus, on peut quand même faire référence justement à l'arrivée dans le paysage du Community Land Trust, qui peut-être demain pourrait vraiment servir de soutien à tout un mouvement coopératif en matière de logement. Beaucoup de coopératives tentent aujourd'hui d'offrir des réponses de logement innovantes dans leur gouvernance et d'accès social, sur base d'une réponse citoyenne, de moyens citoyens, mais n'y arrivent pas avec les prix du marché. Et donc, l'idée, c'est qu'en investissant dans une enveloppe en Community Land Trust qui permettrait à ce moment-là d'acheter un terrain et de le sortir de la spéculation, permettrait demain alors à des coopératives d'acheter les briques sur ces terrains gérés en commun et d'accroître la socialisation du parc. Et donc justement, par rapport aux différents modèles de socialisation, tu as évoqué les agences immobilières sociales. Quel rôle jouent-elles aujourd'hui et quelle est la limite de ce modèle ? Donc ce que nous on constate dans l'agence immobilière sociale d'Anderlecht, je crois que c'est un constat qui est fait ailleurs aussi, c'est qu'on a deux types de propriétaires qui nous contactent.
le petit propriétaire qui habite en Wallonie ou en Flandre, qui n'a pas le temps de s'occuper de son patrimoine. Ça, c'est un. Enfin, on va dire 3. Vous l'avez oublié. Hein. Le deuxième, c'est le propriétaire qui vous appelle et qui vous dit le mois prochain, je vais signer pour un appartement. Ça vous intéresse de le prendre en gestion. Et puis le troisième, c'est les promoteurs qui, eux, vous contactent en vous disant voilà, je représente un fonds d'investissement, on est intéressé par l'achat d'un terrain. Si vous avez des idées, donnez-nous. Enfin bref, on devient pratiquement rabatteur, quoi. Donc, j'en ai reçu 2, 3 comme ça qui viennent et on discute, voilà, comment fonctionnent les AIS, le système, les mandats de gestion, etc. Et quand on arrive sur la question du temps de gestion, je leur demande combien de temps vous voyez ça. Ils disent 12 ans, ok, d'accord, oui. Je dis, et après vous faites quoi? Ils disent, après on vend. Je dis, et nous on fait quoi des locataires dans 12 ans alors? Donc on va se retrouver avec un immeuble ou 2 immeubles de 50 logements, et puis dans 12 ans, le mandat de gestion s'arrête. Et donc le risque qu'on risque d'avoir, je pense que le risque qu'il y a, qui peut arriver maintenant, c'est que si les AIS signent trop de mandats de gestion avec ce type de promoteur, ça veut dire dans 15 ans, enfin, il y a un moment où le système va sauter complètement, quoi. C'est clair qu'on va se retrouver avec des gens expulsés parce que les logements sont vendus. Donc ça, c'est un risque qui devient... Donc nous, en tout cas à Anderlecht, on a choisi de pas jouer cette carte-là, quoi. On prend des logements avec une croissance lente et on prend on prend pas 50 logements en une fois parce que c'est pas intéressant et qu'au niveau de l'organisation du travail, c'est aussi très compliqué pour les travailleurs. Alors il y a tas de raisons, mais la raison spéculative est quand même importante, quoi. Maintenant, il y a autre chose que moi je voudrais dire par rapport à quand on parle de socialisation. Ça, c'est un constat qu'on peut faire dans le logement social comme dans les agences immobilières sociales. C'est on met en place tout un système de gestion immobilière. Ça, tout le monde a compris ce qu'il fallait faire. Mais il y a une autre question qui est derrière, c'est la dernière lettre de l'agence immobilière sociale. C'est le côté social. C'est quelles sont les politiques qui sont mises en place pour qu'on ne devienne pas simplement des gestionnaires de logements qui expulsent parce que le locataire ne paye pas et finalement on devient juste des agences immobilières. Donc pour moi, à ce niveau-là, il y a un problème, que ce soit dans le logement social et dans les agences immobilières sociales. Je pense qu'il faut beaucoup plus réfléchir, développer des partenariats avec des associations, avec des CPAS, avec des travailleurs sociaux qui vont mettre en place des filets de protection des locataires. Ce qu'on retient de cette proposition, c'est d'une part qu'elle invite à repenser le rapport de force entre les propriétaires privés de logements et les locataires en difficulté de paiement. Elle appelle aussi les pouvoirs publics à réinvestir le champ du logement, qu'il soit public simplement ou public social, et de le faire d'une manière durable, puisque le logement a cette caractéristique d'avoir une haute valeur spéculative et qu'à terme, ça peut reposer des problèmes pour des locataires qui habitent des logements sociaux.